Voilà, merci à vous tous. On va commencer cette conférence. Alors, bon, je vais vous dire la vérité, c'est en l'occurrence Christophe van der Branden, qui est le directeur commercial du port, qui a effectivement un petit problème physique, si on peut dire, et donc malheureusement, comme il est tombé malade là tout à l'heure, il ne peut pas, c'est pour ça qu'on attendait qu'il soit remplacé par quelqu'un, et quelqu'un qui arrive gentiment pour le remplacer. Donc on va faire la conférence un tout petit peu à l'envers, dans le sens où ce qu'on avait dit, effectivement, c'est qu'on commençait par le port, et ensuite on arrivait à des gens plus opérationnels, mais là, on va le faire un peu en sens inverse. Et on va commencer par vous, Gwendal, bonjour. Vous êtes patron de... Alors, est-ce que ça marche? Oui, parce que, attendez voir. Bonjour Marc. Ah, voilà, ça y est. Vous êtes patron directeur de Bénin Control, qui est un outil... Alors, c'est un outil ici, on peut dire que c'est un outil. Mais en fait, ce n'est pas exactement un outil, parce que c'est plutôt un organisme, entre guillemets, qui est en charge... vous allez nous dire de quoi, ça sera beaucoup plus simple. Avec plaisir. Donc, Gwendal Ozen. Bonjour Marc, bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis effectivement Gwendal Ozen, le directeur général de Bénin Control. Bénin Control, c'est une société privée, partenaire technique de la douane béninoise. Partenaire technique, c'est ça que je cherche. Exactement. Voilà. Donc on a 4 missions. Okay. La première, c'est de faciliter les procédures d'enlèvement au cordon douanier. Vous le savez, les procédures douanières sont des procédures administratives et dans de nombreux pays, y compris au Bénin, il était question de les revoir pour faciliter la vie des opérateurs économiques privés qui ont affaire à la douane. Donc notre première mission, c'est réellement de faciliter les procédures et le passage des marchandises au cordon douanier. Le deuxième volet de notre mission, c'est la sécurisation des recettes douanières. Ça, c'est un truc important, surtout pour l'État. Pour l'État, bien entendu, puisque toutes les grandes réformes ont un coût, et il est important pour l'État de pouvoir, sécuriser ses propres recettes pour financer ces réformes, mais deux, donner un gage de confiance auprès des bailleurs et des financeurs, d'accord ? Plus vous avez un revenu important, plus quand vous allez voir la banque, vous pouvez emprunter, n'est-ce pas ? Bien sûr. Et c'est la même chose pour le Bénin. Donc nous avons un rôle de sécuriser les recettes douanières. Nous avons également comme mission de moderniser la douane et ses infrastructures. Et enfin, nous luttons contre la fraude douanière et l'insécurité. Donc voilà les 4 missions de Bénin Control, Marc. Ça arrive dans une grande logique. Alors d'abord, de digitalisation de la douane. Je pense que, partout en Afrique, je ne pense pas qu'il échappe à aucun pays d'ailleurs actuellement. On assiste à un mode compliance, quoi, si on peut dire. C'est plus on arrive à savoir où est la marchandise, mieux on se porte. Plus la douane est digitalisée, moins il y a de fraude. Moins il y a de fraude, plus c'est fluide. Je ne sais pas si c'est vrai ça d'ailleurs. Fluidité. Si, bien entendu. Alors, il ne faut pas confondre fluidité et absence de contrôle, bien entendu. Mais je voudrais citer, si vous permettez, le FMI, qui, dans son rapport de juillet 2022, disait « Le Bénin est le pays de la région le plus avancé dans la dématérialisation de son administration fiscale et douanière. » D'accord ? Ça, c'est un constat qui a été fait par le FMI lors d'une mission au Bénin. Et le Bénin se démarque aujourd'hui, je crois, par justement sa volonté de dématérialiser les procédures pour simplifier la vie des opérateurs économiques tout en renforçant les contrôles. Comprenez bien que l'analyse de risque, okay, elle permet comment dirais-je, sur un traitement d'un certain nombre de données, de cibler plus précisément et plus spécifiquement des trafics qui peuvent être compliqués. Des transactions que l'on voudrait voir. Et au contraire, ça permet également
de garantir une concurrence bien plus loyale pour les opérateurs économiques. Tous les ports européens ont mis ça en place d'ailleurs depuis un certain temps, avec des logiciels assez avancés de gestion portuaire, quoi, en fait. Tout à fait. Ouais. Alors, il n'y a pas de logiciel de gestion portuaire qui soit en total interfaçage avec tous les opérateurs, là, aujourd'hui. Si. Alors, la douane, aujourd'hui, a 2 partenaires techniques, Bénin Control et Webfontaine. Webfontaine a mis en place le guichet unique du commerce extérieur. Donc, ce guichet unique du commerce extérieur intègre le guichet unique portuaire qui existait déjà depuis une bonne dizaine d'années au Bénin, et va également intégrer tous les acteurs qui interviennent dans le commerce extérieur. Donc du coup, on est je dirais, de l'annonce navire et du manifeste jusqu'à la livraison de la marchandise. Toutes les étapes sont aujourd'hui centralisées dans ce guichet unique. Et elles peuvent être connues des opérateurs, enfin des opérateurs, je pense, des professionnels certainement. Ouais. Par contre, pas de mise à disposition de l'information vis-à-vis de l'importateur ou de l'exportateur. Si, chaque usager peut se connecter à la plateforme et va récupérer les informations qui le concernent. Ok. Conséquence pour de ce qu'a mis en place Bénin Control pour l'importateur, par exemple, en lui-même. Qu'est-ce que physiquement ça va changer pour lui par rapport à ce que... Alors, ça fait combien de temps que ça a été mis en place ? Depuis 2017. Donc ça fait quand même un petit bout de temps. Oui. Je suppose qu'il y a une mise en place progressive. Tout à fait. Alors je sais pas, vous voulez qu'on compare avant 2017 et depuis ? Par exemple, ou depuis 3 ans, parce que je pense que certainement avec une montée en puissance, on doit plutôt le sentir depuis 3 ans, ou 2 ou 3 ans que depuis 2017. Oui, tout à fait. Bon, je dirais qu'il y a quand même eu un premier virage très important en 2017. Mais depuis, notre objectif est réellement de nous interfacer avec tous les acteurs. D'accord ? Nous avons mis en place des indicateurs de performance pour voir les temps de libération de la marchandise ou les temps de passage. Si je prends le scanner au port de Cotonou, aujourd'hui, au scanner sont orientés à peu près 15% des containers. D'accord ? Et sur ces 15%, 85% font l'objet d'une analyse d'image concordante avec l'alias documentaire. Ce qui veut dire que l'inspection va durer moins de 15 minutes. Je pense que pour tout acteur, et Willem pourra le confirmer, 15 minutes de contrôle dans la sortie d'un container, c'est pas pénalisant. D'accord ? Donc, non, c'est pas pénalisant du tout. Sachant que 80% des autres containers, 85% sont déjà sortis, puisque l'analyse de risque faite sur la documentation permet de nous rassurer. Et ceux qui passent ensuite des suites du scanner sur une inspection intégrale, 85% des ciblages produisent des droits compromis. Ça veut dire que le ciblage est juste et pertinent. D'accord ? Et vous serez d'accord avec moi, Marc, que l'objectif, il est d'aller vite et bien pour les opérateurs sérieux, mais de passer le temps nécessaire des contrôles pour les opérateurs qui tentent de frauder. Enfin, l'air de rien, ça veut dire que ça veut dire que très peu de conteneurs finalement sont frauduleux, quoi. Enfin, ou très peu de marchandises sont frauduleux. Je dirais que ce volume a considérablement réduit au port de Cotonou. Et je pense, même si la fraude zéro n'existe pas, qu'aujourd'hui, en termes de mauvaises déclarations, en termes de qualité, de quantité, au port de Cotonou, on est quand même plutôt... hyper safe. Assez, oui. Ouais, vraiment. Donc les gars, c'est pas la peine de frauder, c'est pas possible. C'est devenu compliqué. C'est devenu compliqué. Et alors, j'ai posé une question en préparant bête, en fait. C'est interaction avec la douane, parce que là, en fait, votre action limite finalement ou encadre, en tout cas, l'action de la douane. Oui. Pas exactement. La douane garde bien entendu... Je vais lui faire des amis. Non, mais pas du tout. Mais la douane garde bien entendu toutes ses prérogatives. La douane est un partenaire avec qui nous travaillons au quotidien sur tous les services que nous avons mis en place. Et il y a une volonté aussi de moderniser, de transférer les compétences, bien entendu, mais je dirais que ce soit pour le suivi électronique des cargaisons en transit, que ce soit pour la définition de la valeur en douane, que ce soit pour
l'analyse d'images au scanner, nous travaillons conjointement avec la douane et je dirais en très bonne intelligence. Ok, merci de cette bonne compréhension. L'air de rien, je pense que la partie douanière et fluidité fait vraiment la qualité d'un port, enfin en tout cas en termes de perception. Bon, une fois qu'on a, et on va parler d'Interland, qu'on parlait de compagnie maritime, etc., quand on arrive au port, la fluidité et la transparence, ça crée quand même, je pense, quelque chose qui fait la qualité d'une plateforme portuaire ou qui ne la fait pas, quoi. En tout cas, qui donne confiance, parce que quelque part, vous êtes un peu un tiers de confiance. Alors, monsieur, je suis vraiment ravi que vous soyez avec nous. Donc, en l'occurrence, je ne sais même pas votre nom. Donc, je suis Faisal Mahmidou. Donc, je suis ingénieur dans la direction des infrastructures pour Autonome de Cotonou. Très bien. Merci en tout cas de prendre le relais au pied levé de Christophe Van der Branden, qui était directeur commercial du port. Ce que je propose, c'est que vous fassiez un peu une séance à deux, le cas échéant, histoire parce qu'on n'a pas du tout préparé ensemble. Voilà. L'idée, c'était un peu de replanter le port de Cotonou dans son environnement, en fait, déjà au départ, parce que à la fois, il y a des pays qui sont avoisinants et à la fois il y a des trafics. Donc, l'idée, c'était de présenter un peu l'infrastructure du port. Un peu par rapport à son utilité, par rapport aux consommateurs béninois ou par rapport aux entreprises françaises qui sont là ici. Donc, comme vous savez, aujourd'hui, le port autonome de Cotonou, il y a plusieurs projets qui sont en cours, qui vont servir et qui vont permettre au port de moderniser et développer l'infrastructure portière. Donc, soit en termes de trafic, soit en termes d'infrastructure portière ou bien aussi en termes d'énergie électrique, énergie renouvelable. Donc, par exemple, par rapport à notre plan directeur, il y a plus de 12 projets qui sont en cours. Donc, par exemple, il y a le projet de l'extension du bassin portière qui va permettre au port de recevoir des navires avec des grandes capacités. Donc il y a aussi le parking, le projet d'accès centralisé par Zongo, qui va servir de prévoir un accès unique du port et qui va centraliser toutes les procédures d'accès entrée et sortie du port. Entrée et sortie par la terre ou par la mer? Par la terre, pour les par camions. La terre, d'accord. Pour les camions qui vont venir pour permettre aux terminaux d'assurer le flux des marchandises soit vers le Bénin, soit vers les autres pays qui sont desservis depuis le port de Cotonou. Donc il y a aussi un port de pêche qui va être construit. Donc le projet va être lancé dans les prochains mois. Donc, pour remplacer le port actuel. Il y a aussi un nouveau terminal qui est en train d'être construit. Donc nous sommes en phase de travaux qui va être conservé pour tout ce qui est vrac. Donc aujourd'hui, comme je viens de dire, il y a plus de 12 projets qui vont servir, qui vont permettre au port de donner un service meilleur pour tous les opérateurs portières et pour toute la région. Ce que je propose, c'est qu'on revienne peut-être sur certains projets et que vous nous en disiez plus un tout petit peu après. Bonjour Willem van der Sanden, qui est directeur de MSC au Bénin. Merci Marc. MSC à Cotonou, c'est la première compagnie maritime, hein, c'est ça, non? Est-ce qu'on peut dire ça en termes de conteneurs? Oui, on peut bien dire ça. Bien mondial comme au Bénin. Alors, comment toi tu vois, Christophe, pas Christophe, pardon, c'est décidément Willem, comment toi tu vois le port de Cotonou? Parce que quelque part, alors, bien sûr on a des problèmes avec le Niger actuellement, mais c'est conjoncturel je pense. Comment tu te positionnes et comment tu vois, toi, compagnie maritime,
le port de Cotonou dans un environnement à côté du Nigeria, à côté du Togo, et comment tu vois le truc? Pour nous, le Bénin, c'est une des pays clés qu'on veut desservir dans la région. Bien sûr, le port de Cotonou est, comme dans sa stratégie, d'être plus un port de transit au lieu d'un port de transbordement. Oui, parce que le Togo est plus un port de transbordement. C'est un port de transbordement par sa qualité de construction de terminal qui était faite là-bas avec de eau profonde et avec des quantités de quais plus qu'ici au Bénin. Alors que là, on est plutôt dans le transit. Ici, on est plus dans le transit pour desservir les hinterlands, ce qu'on appelle les pays enclavés. Plus vers le Burkina Faso, vers le Niger et bien sûr maintenant aussi vers le Nigeria. Okay. Et pour nous comme MSC, on voit là plutôt la future avec une population de 220 millions de personnes, que ça augmenterait beaucoup plus vers le Nigeria avec déjà l'ouverture de frontières de Segbana et bientôt aussi vers Sémé-à-Craqué avec de nouveaux ports secs. Que ça serait une vraie astuce pour le port de Cotonou et pour l'économie béninoise. Ouais. Donc c'est de toute façon, de chaque port est fort de son hinterland hein, finalement, parce que c'est uniquement ça qui va faire sa qualité, mais aussi par rapport à ces lignes maritimes, c'est-à-dire le nombre de lignes maritimes, comment tu peux caractériser les lignes maritimes qui arrivent ici? Tu en as, enfin je suppose que tu en as de nombreuses, mais en l'occurrence, quelles sont les principales lignes ou ports desservis au départ du port de Cotonou, ou à l'arrivée, si ça vient d'ici? Actuellement, je dirais qu'on a une dizaine de lignes maritimes qui arrivent au port, dans le terminal conteneurisé. Et dans ces lignes, il y en a à peu près 3-4 qui amènent les volumes principaux. MSC, Maersk, CMA et Hapag-Lloyd. Ok. Et sur les tiennes de ligne, vous chutez sur quel port? Vous arrivez de quel port? On a deux services directs pour le Bénin. Une qui est le Northwest Continent, ce qui vient directement de l'Europe pour le Bénin, sans transbordement des conteneurs nulle part. Et après, il y a les services... Et là, c'est quoi? C'est Anvers? C'est Le Havre? Londres, Anvers, Dunkerque, Havre, et après direct sur l'Afrique. D'accord. Et après, on a un service qui relie tous les autres services du monde qui vient à Lomé, notamment l'Inde et la Chine, qui vient, ou l'Asie, qui viennent à Lomé, et on a un feeder qui vient régulièrement, minimum une fois par semaine, entre Lomé et Cotonou. Ah oui. Et si besoin, on peut l'augmenter. C'est pendant la disponibilité des terminaux, bien sûr. D'accord. Donc là, de toute façon, je suppose, oui, vous attendez effectivement qu'il y ait un autre terminal qui soit construit pour aller augmenter des lignes, parce que... Actuellement, malheureusement, les volumes sont très bas. Actuellement, on sait qu'avec la crise de Niger qu'on a eue, avec la clôture de frontières, etc., il y a beaucoup moins de volume qui arrive sur Cotonou actuellement. Mais avec les actions qui sont en train d'être prises par le gouvernement, notamment les zones industrielles, les ports secs, les ouvertures de frontières vers le Nigeria et les autres négociations qui sont en cours, on s'attend quand même à ce que les volumes augmentent encore de plus vers l'importation et après aussi pour l'exportation. Le port actuellement n'est pas du tout congestionné. D'ailleurs, pendant ce temps-là, ils essaient d'augmenter leur efficacité aussi. Alors, on arrive à faire les mouvements par heure dans le port beaucoup plus élevés qu'avant. Oui. Et après aussi le service vis-à-vis le client ici dans le port. Ok. On parlait de post-acheminement et donc de Nigeria tout à l'heure. En fait, toi, tu peux être compétitif jusqu'où en post-acheminement? Jusqu'où tu vas te dire, ah bah oui, mais après, là, ça vaut plus le coup parce que d'autres ports... Si on avait à tracer un peu une carte sur le sujet... Ah, tu as peut-être appuyé sur le bouton, non? Ça. J'avais appuyé sur le bouton pour l'éteindre pour ne pas avoir d'interférence, mais bon.
On peut être efficace dans tout le territoire béninois. Là, il n'y a pas de problème. Je dirais même dans les autres pays, on n'a pas de problème, sauf qu'il y a des habitudes de transport qui sont un peu différentes qu'on connaît en Europe. C'est qu'ici, on peut charger 3 conteneurs 20 pieds, ou le contenu de 3 conteneurs 20 pieds sur un camion 40 pieds. Ce qui fait que, oui, les tarifs de transport deviennent moindres si on fait plus de volume sur le même camion. Ah oui, carrément même. Après, il faut bien regarder que la charge à l'essieu ne serait pas excédée. Oh bah non alors. Heureusement, le Bénin a pas mal des postes de contrôle de ponts de paysage pour assurer cela. Pour nous, comme ligne maritime, on offre un service avec des conteneurs. Alors là où le conteneur serait dépoté et transporté après, pour une ligne maritime, ce n'est pas la partie intéressante. La partie intéressante, c'est au moment que ça reste dans le conteneur et que ça soit couvert par notre connaissement. Bien sûr, oui. Je suppose que le trafic est déséquilibré entre l'import et l'export. Oui, on est à peu près sur le territoire béninois à 4 conteneurs import et avec une d'exportation. Pour nous, MSC, on a 2 conteneurs import, une exportée. On a un équilibre qui est déjà mieux, mais c'est une raison parce qu'on essaye de faciliter l'exportation de Bénin depuis bien plus de 2 ans, qu'on est focalisé à promouvoir et l'exportation et la transformation locale des produits et accompagner ces exportateurs. Ce qui veut dire que là, tu fais des efforts tarifaires. Tarifaires, services, collaboration avec les autorités et les clients pour améliorer les procédures portuaires, pour améliorer les facilités au terminal et que cela promouvoit le Bénin aussi vers l'extérieur. Ok. Alors, sans indiscrétion, question néophyte, mais qu'est-ce qu'on fait des boîtes vides? On les recharge sur le bateau. Ah oui. Donc tu transportes des boîtes vides. Le plus possible actuellement, comme vous le savez, le marché mondial est assez inéquilibré encore et il y a beaucoup besoin des conteneurs en Chine. Alors les conteneurs vides actuellement, on les recharge presque tous de suite sur les bateaux pour qu'ils reviennent en Chine ou en Europe ou dans les pays là où ils ont besoin. Ce qui a pour conséquence théorique en tout cas de renchérir le coût du transport, quoi, littéralement. Parce que vous en tenez compte forcément d'un côté comme de l'autre, quoi. Oui, mais s'il n'y a pas et c'est pour ça que je dirais aussi, on a besoin de ces développements industriels, économiques, locaux pour pouvoir réexporter les conteneurs pleins. Plus on transformera, plus on pourra équilibrer les trafics. Plus les coûts de fret maritime baisseront à l'importation pour promouvoir encore plus l'exportation. Parce que dès qu'on a un équilibre, le fret maritime a aussi les deux côtés du coteau. En 2020-2021, pour parler des tarifs, on a eu une grosse augmentation, une très conséquente. On a redescendu au jour d'aujourd'hui. La tendance, c'est quoi? Non, dernièrement, on est en remontant, malheureusement. Ou malheureusement, c'est la réalité. On a les problèmes, bien sûr, sur la mer Rouge. Ouais. On a des sanctions qui sont imposées sur les batteries et les chips par les États-Unis sur la Chine, qui font que, avant que ces sanctions prennent effet, les exportateurs essayent de mettre le plus sur les différents endroits. Donc, ce qui veut dire que ça ne va pas baisser dans les 3-6 mois qui viennent, quoi. Je n'ai pas la boule en verre, mais... peu de chance. Oui, je ne pourrais pas dire, commenter direct là-dessus. Ça dépend, je pense aussi, beaucoup par pays. Je sais que les tarifs export de Bénin actuellement ne sont pas si élevés. À l'import, ça dépend complètement de quelle origine viennent les conteneurs. Tu veux dire que forcément... Après, ça dépend aussi des efforts de certaines
certains clients, en fait, qui, eux, vont prendre en compte le tarif ou qui vont faire des efforts parce qu'ils savent que le tarif du conteneur va être relativement élevé. On voit ça un peu de partout. Influence du port sec ou d'un... est-ce que je considère que GloJB est un port sec ou pas vraiment? Alors là, ça s'adresse aux deux. Hein. GloJB, pour moi, c'est une zone industrielle. Point. Il n'y a actuellement pas un port sec comme défini déjà dans les autres parties du pays. Quand on regarde la maquette qui est là à GloJB, oui, il y a bien un port sec qui est prévu là-dedans avec plusieurs facilités, mais au jour d'aujourd'hui, il n'est pas encore opérationnel. Okay. Est-ce que ça va être là dans la future? Je pense que c'est impératif si on veut assurer les services efficaces vers tout ce qui est l'industrie sur la zone. Alors ça va nous permettre de reparler des projets du port en eux-mêmes. Donc j'ai entendu parler qu'il y avait notamment un projet logistique, hein, c'est ça, une zone logistique au port? Oui, normalement il y aura une zone logistique portière d'une superficie de 55 hectares. Donc, qui va être considéré comme un concessionnaire du port. Donc, notre objectif aujourd'hui, c'est de préparer, notre projet aujourd'hui, c'est de préparer toute l'infrastructure nécessaire pour permettre aux différents opérateurs de s'installer et de trouver les moyens nécessaires pour opérer la zone logistique. Par exemple, tout ce qui est énergie électrique, tout ce qui est accès pour la zone et bien sûr tout ce qui est fibre optique et connexion. Parce qu'on voit que les bâtiments sont presque finis parce qu'il y a des grands bâtiments qui je ne sais pas pourquoi ils sont ces bâtiments, mais... Le centre des affaires maritimes, oui. Donc au niveau du centre des affaires maritimes, il y a 3 bâtiments plus un parking. Donc un bâtiment qui va être exploité par le port et qui va accueillir la direction générale et les différentes administrations du port. Et il y a 2 autres bâtiments qui vont être cédés à des locataires. C'est ça qui permettra de libérer aussi de la place au port pour créer cette zone logistique? Normalement, la zone logistique n'est pas occupée par les bureaux du port, mais plutôt par des opérateurs, des concessionnaires qui vont libérer la zone pour permettre de la création de la zone logistique portière. Ok. Les échéances de tout ça, c'est pour quand? Là, pour la zone logistique portière, il y aura un phasage. Donc le phasage dépend bien sûr de la date de fin de concession de chaque opérateur, normalement occupant la zone logistique actuelle. Et bien sûr, c'est en relation avec le projet d'accès centralisé qui va permettre de cheminer tous les réseaux vers les différents concessionnaires, y compris la zone logistique. Il y en a quand même pour plusieurs années, tout ça c'est pour plus dans 4-5 ans, pas avant quoi. Non. Normalement, par exemple, pour le projet de l'accès centralisé prévu pour fin 2025, pour la zone logistique, donc à partir des prochains mois, on va commencer la phase 1. Et au fur et à mesure, avec l'état de libération de fin de concession, donc on va entamer zone par zone. Donc, par exemple, pour le centre des affaires maritimes, est prévu pour novembre 2025, fin novembre 2025, pour la réception finale. Donc, et alors, un tout petit peu de détails sur l'accès centralisé, c'est quoi? L'accès centralisé va permettre au port d'avoir un accès unique pour les voitures, pour les camions. Donc, il y aura un seul accès du port. Et à partir de cet accès, donc, tout le trafic sera dirigé vers les différents opérateurs portiers. Donc, en parallèle avec l'accès centralisé, il y a un projet du parking Zongo. Parking Zongo, c'est un espace qui va recevoir les camions. Les camions, ils seront obligés de passer par le parking Zongo, où normalement toutes les formalités
nécessaires en termes d'accès, procédure d'accès et de vérification vont se faire au niveau du parking Zongo. Et à partir du parking Zongo, donc une fois le camion sort du parking Zongo, on s'assure et certain qu'il a rempli toutes les conditions nécessaires pour aller vers les terminaux. Ça fait une espèce de zone de tampon réglementaire exactement. Qui permet d'avoir un meilleur contrôle. Il va nous permettre aussi de gérer le flux des camions pour ne pas déranger le boulevard de la Marina, aussi pour avoir une visibilité sur le nombre de trafic qu'on va recevoir par jour, et qui va nous permettre aussi de faire plus de contrôle sur les camions. Alors, vous n'allez quand même pas prendre comme en Europe des rendez-vous sur lesquels les camions seront que sur rendez-vous. Il y a une plateforme informatique qui est normalement en train d'être préparée par le port. C'est SIGOP qui va assurer la liaison avec l'ensemble des autres systèmes portières. Par exemple, le système informatique de la douane, tout ce qui est contrôle d'accès, etc. Donc, avant de venir sur le parking Zongo, il faut faire un booking avec une validité bien déterminée. Donc, comme ça, les camions ne vont pas venir sur le parking n'importe quand. N'importe quand. Voilà, on change d'air là. Hein. On passe sur une aire en moins de 5-6 ans, là, d'une aire peu organisée à une organisation quasi militaire. Hein. Je trouve. Je ne sais pas si tout le pays peut se plier à ça facilement, mais c'est intéressant. Hein. Ça, on axe vraiment vers la qualité, quoi, littéralement. Donc, bien compris par rapport à l'aspect zone logistique portuaire, donc, qui va se déployer au fur et à mesure du temps en fonction des concessions. On a beaucoup d'agroalimentaire ici au Bénin, donc ce qui veut dire froid, souvent. Non, pas vraiment. Non, pas tant que ça. Je peux. Le froid, on en a du froid, mais plutôt à l'import et beaucoup moins à l'export. Ah oui, donc l'export, le plus gros réfrigéré qui existe, c'est l'ananas. Et l'ananas, la qualité ou la bonne qualité, ou la très très bonne qualité de pain de sucre qu'on a ici, fait qu'ils mûrissent trop vite de prendre un voyage maritime. Alors on est obligé de l'envoyer par avion. Oui, oui, c'est toute une technologie ensuite. Il y a des technos qui permettent de contrôler ça, mais effectivement, ça se rapproche beaucoup du coût de l'avionné, donc c'est pas très amusant. Donc il y a peu de produits frais, pas de maraîchage, de choses comme ça, entre guillemets, qui sont envoyés d'ici, donc il y a peu de reefers à l'export. Actuellement, très, très peu de reefers à l'export. Si on regarde les pays voisins, c'est décidément un secteur qui peut se développer. Quand on regarde dans les pays autour, avec les mangues, avec les autres variétés d'ananas, il y en a des fleurs exotiques qui peuvent être faites avec l'interdiction de hatchiké qui ne peut pas être exporté maintenant de Côte d'Ivoire. Il y en a décidément de possibilités de faire plus de périssables à l'export aussi. Une toute petite parenthèse. Dans notre délégation, on a sans doute un des meilleures entreprises françaises spécialisées en conservation des fruits et des légumes, qui s'appelle ABN Froid. Si vous voulez la rencontrer, elle est là. Et Nabil Habib, son dirigeant, est vraiment le super spécialiste de ça, de savoir comment on transporte, comment on enlève l'azote, comment on fait des tas de choses à l'intérieur pour pouvoir transporter des fruits et légumes et les garder beaucoup plus longtemps. Donc si jamais c'est le sujet qui vous intéresse, il est hyper intéressant. Tu voulais rajouter quelque chose sur le froid ou pas du tout? Bon. C'est exactement ça. D'accord. Donc c'est surtout à l'import, donc du surgelé. Mais il y a peut-être y en avoir moins en moins, hein, parce qu'avec l'interdiction d'importation du poulet et de ça.
Ouais, Oui, mais non. Ah. Oui, pour le Bénin, il y aurait beaucoup moins. Sauf qu'on a un pays voisin qu'on ne serait certainement pas en mesure de produire de suite pour 220 millions de personnes. Alors si on pourrait faire, et j'insiste là-dessus pas mal, c'est que ça serait la possibilité de développer et les volumes portuaires et l'économie ici, c'est qu'on pourrait être le pays phare de transit pour le Nigeria et qu'on pourrait transférer directement vers eux. Du coup... Oui, mais je comprends bien. Alors, question bête d'utilisateur, ça va me coûter moins cher d'apporter par Cotonou que d'aller à Lagos? Je dirais oui. Hein? Il y en a quelques mesures d'accompagnement du gouvernement qu'on est en train de discuter encore avec les autorités béninoises, mais sur la possibilité d'être moins cher, bien sûr. Le plateforme portuaire est moins cher, les frais de transport sont moins chers, et la facilité de rouler sur certaines zones de Nigeria sont beaucoup plus faciles du côté béninois que de le faire de l'intérieur de Nigeria. Ouais, il y a toute la façade vers le Bénin, effectivement, ou au nord du Bénin, qui peut être accessible comme ça. Cela est également la zone d'industrie à craquer de côté ouest de Lagos, qui est plus facile d'accès de côté Cotonou que directement du port de Lagos. D'accord. Donc, toi, ton développement à 5 ans, tu le vois beaucoup là-dedans, quand même. Enfin bon, le Niger, ça va se rouvrir, hein. Il faut pas non plus, ça va pas durer des années et des années non plus, cette histoire, c'est trop compliqué même pour eux. Mais après, c'est de la politique, donc ça devient autre chose. Je passe jamais dans la politique parce que je pense qu'au final, on est là pour faire des affaires. Voilà. Et du coup, je vais la semaine prochaine aussi au Niger pour voir mes clients de là-bas. Qu'est-ce qu'eux, ils en pensent de faire encore le corridor de Bénin. Mais oui, je pense que dans les 5 ans à venir, et l'importance qu'on fait avec le développement portuaire, c'est qu'aussi on se met vraiment sur le développement de Nigeria. Et ça revient avec aussi, et l'industrie locale pour avoir de l'exportation et de transformation locale qui fait de l'exportation avec un survalue. Oui, bien sûr. Donc en gros, on a une potentialité d'exportation énorme avec l'outil portuaire qui est totalement sous-exploité pour l'instant au jour d'aujourd'hui. Donc en tout cas, quand on voit bien le rapport import-export, on est à un rapport de 1 à 2, donc ça veut dire qu'on peut augmenter les choses de façon considérable, quoi, si on peut dire. D'un autre côté, il faut quand même le temps que l'industrie se mette en place. Hein, donc il y a quand même, ça ne se met pas en place en 2 minutes. On est en train de réfléchir à faire une usine de pâtes alimentaires ici. Bon, il faut au moins 18 mois pour faire une usine de pâtes alimentaires à base de céréales africaines, quoi. Donc ça va prendre un certain nombre de temps. Donc en attendant, la filière nigériane est sans doute ce qu'il y a de plus raisonnable pour aller développer des flux. Oui, mais je pense aussi qu'il y a des autres moyennes qui peuvent être mises en place très rapidement. Il y a certaines usines qui existent déjà au Bénin. Je parle métal, je parle boisson. Il y a des pâtes jusqu'à une certaine limite. Il y a une usine de carrelage qui va être presque finie là. Il y a des transformations de soja, de cajou, de coton. Toutes ces industries, s'ils peuvent s'agrandir et accélérer, et en plus le faire avec un parti libre-échange dans l'Afrique, et peut-être pas directement Nigeria, Togo, Niger, mais par exemple Sénégal ou Gabon ou des autres pays où on a encore besoin de transport aussi, ces connexions s'améliorent de plus en plus actuellement dans les lignes maritimes. On se sert beaucoup plus entre les pays africains actuellement. Bien que le total de négo de ça, c'est que 16%. Et ça devrait être avec un potentiel beaucoup plus élevé. Bien, on arrive au bout. J'ai l'impression quand même, enfin, si on peut se faire un mot de la fin pour chacun, que
Willem, pour toi, tu crois vraiment dans la plateforme Cotonou, Bénin? C'est un vrai investissement pour MSC. Long terme, s'entend. Mais nous, comme MSC et comme groupe MSC, on est vraiment compromis avec le Bénin et avec la sous-région, bien sûr. MSC, en règle générale, on est investi dans toute l'Afrique depuis un bon moment. Et on voit ça aussi comme l'avenir dans les prochaines années, avec la croissance de la population, avec la croissance du JDP. Le produit intérieur brut. Le PIB. Avec toutes ces croissances qui sont là, et aussi avec la jeunesse qui est là, avec une force de travail et une mentalité qui va nous servir dans le futur. Ok, une vraie demande. Et un vrai investissement long terme. Gwendal, est-ce que le Bénin Control est arrivé au bout de sa mission, ou est-ce que le principal a-t-il été fait, ou est-ce qu'il y a encore d'autres choses à faire? Non, il reste énormément de choses à faire, mais peut-être avant de développer ce point-là, j'aimerais juste revenir sur ce qui se disait juste avant, où il faut bien comprendre, Marc, que le Bénin, c'est pas uniquement pour dans 5 ans ou demain, c'est le présent. Si vous allez à la zone industrielle de Glodjik Bay, je suis pas sûr qu'il reste beaucoup de place. Vous voyez, les industries sont déjà installées, les premières industries ont commencé à produire et à exporter. On voyait encore la semaine dernière du coton tissé et puis assemblé pour en fabriquer des t-shirts qui étaient vendus sur une chaîne de supermarchés européenne. Vous voyez, Kiabi. En tout cas, Kiabi, TCP, c'est des contrats signés pour le coton. Il y a aujourd'hui de l'export. Derrière, effectivement, il y a cette zone logistique qui est en train d'être créée. Aujourd'hui, vous avez le port qui est en train de mettre à la disposition toute la partie infrastructure. Il y a forcément MSC et les autres compagnies maritimes qui s'occupent de commercialiser la destination, la venue et la sortie des marchandises. Et puis, tous ensemble, nous travaillons avec les administrations sur la partie procédure. Okay, et ça, c'est une partie également importante. Je pense que les 3 composantes, aujourd'hui, sont réunies pour permettre de booster l'export. Et enfin, vous parlez du Nigeria. Craqué, qui est à la frontière, c'est 30 km. Lagos, c'est 80 km. Sortir un container pour le livrer à l'ouest de Lagos, dans une zone industrielle vers Badagry ou ailleurs, c'est plus simple depuis Cotonou que depuis les ports de Tincan ou Apakpa. Donc, aujourd'hui, il y a un réel intérêt et l'administration béninoise et l'administration nigériane l'a compris. Okay, les directions générales des douanes béninoises et des douanes nigérianes se sont réunies, ont créé des comités pour justement faciliter le passage aux différents points de frontière. De Craqué, Sémé-Craqué qui est ici au plus au sud, jusque Segbana qui est dans le nord et qui aujourd'hui voit un certain nombre de camions arriver tous les jours. Donc je crois sincèrement, pour ceux qui en tout cas suivent le Bénin, que les efforts portés il y a déjà quelques années portent leurs fruits aujourd'hui. Okay. Si je peux rajouter à cela, si on regarde ce qui se discute depuis cette année, surtout sur la gouvernance, je pense que chaque leader africain, chaque président est très conscient actuellement que la gouvernance, c'est ce qui aussi crée la stabilité des investissements pour les entreprises. Et que si on regarde ça, le CEO formé était au Rwanda cette année, c'était M. Kagame qui a créé cette plateforme aussi à Rwanda. C'est une même sorte de plateforme qui est créée ici au Bénin. Et même avec le président voisin de Nigeria, ils se sont très conscients qu'il faut créer une ouverture d'esprit, une stabilité de gouvernance et des facilités pour les investisseurs pour développer le pays. On est vraiment donc à un moment clé, quoi, finalement. On est à un moment clé. On est à un moment où il faut être ici, je pense. Il faut être en Afrique, il faut être présent et il ne faut surtout pas avoir peur et avoir beaucoup de courage et d'envie d'investir pour la future.
C'est ce qu'on disait ce matin, pas avoir peur. Ouais. De-risking, il disait Étienne. Donc, je voudrais ajouter qu'on a des grandes ambitions pour assurer la modernisation, la transformation du port, pour répondre aux besoins de tous les opérateurs. Donc, cette ambition est traduite par les grands projets qui sont en cours et traduite aussi par le travail collectif avec tous les opérateurs, avec toutes les parties concernées. En tout cas, l'esprit que ça donne, pour moi en conclusion, c'est qu'il y a vraiment une équipe qui travaille ensemble en fait. C'est pas le cas partout, donc là on a l'impression que vous êtes vraiment extrêmement soudés quoi, les uns avec les autres pour faire avancer les choses, donc je trouve que c'est assez impressionnant, c'est assez agréable. C'est pas partout qu'on voit ça, donc belle équipe, messieurs. Merci de vous être prêtés au jeu, excusez-moi d'avoir eu autant de retard sur la manifestation. Merci, monsieur, d'avoir assumé au pied levé et d'avoir expliqué quelques projets. Vous pouvez les applaudir, hein, quand même. Hein.